Le président du Faso est aux États-Unis depuis le 19 septembre. Blaise Compaoré est invité par le Black Caucus du Congrès américain pour partager son expérience en matière de médiation sur le continent africain. Le calme revient dans la commune rurale de Kindi. Le maire et le chef coutumier ont fumé le calumet de la paix en présence du ministre de l'Aménagement du territoire et de la décentralisation. Et puis Simone Gbagbo à la CPI, les autorités ivoiriennes refusent le transfert de l'épouse de l'ex-président ivoirien, ce qui n'est pas pour déplaire au Front populaire ivoirien. Ce sont les titres qui seront développés pour vous dans cette édition de l'actualité. Bienvenue à tous aux 20h de la télévision du Burkina. Les forces armées nationales rendent hommage au colonel Césaire-Beau. L'armée a témoigné sa reconnaissance à l'ancien président du Burkina Faso et officier militaire exemplaire. Un cérémonial funèbre militaire a été organisé ce matin à la place de la Nation. Une cérémonie qui intervient avant l'ultime étape de l'inhumation prévue pour demain à Touga. Drissa Seri. À la place de la Nation, les forces armées nationales ont rendu un vibrant hommage à un grand chef militaire, ancien chef d'État et grand homme politique. Fanfare funèbre, hymne aux morts, hymne national, le cérémonial militaire outre l'armée a mobilisé les premières autorités du pays, les personnalités et la population civile. C'est un hommage mérité pour le colonel Césaire-Beau. Il fut le premier officier des forces armées voltaïques à aller à l'école de l'état-major, à l'école de guerre et à l'école interarmée de défense. Les autorités de l'époque avaient vu en lui un officier de grande qualité. Ensuite, ceux qui ont servi directement sous ses ordres parlent de lui en bien, comme un officier brillant qui aimait son pays. C'est une des mémoires de l'armée qui s'en va aujourd'hui et toute une nation qui pleure son ancien président. À mon humble niveau, ce que je peux dire, c'est que, premièrement, c'était un homme qui aimait son pays. Et il nous a communiqué ce désir de tout faire pour le pays et avant toute chose. Ce qu'il faut retenir de cet homme, c'est sa conviction, c'est son humilité, c'est aussi sa foi. La foi de quelqu'un qui ne recule pas dans ce qu'il croit que ce qui lui est dicté. Là, il l'a toujours maintenu et nous le regrettons aujourd'hui parce qu'il aurait encore sûrement continué à nous inspirer dans beaucoup de domaines. Je voudrais d'abord réitérer les condoléances de son Excellence, Monsieur le Président de Faso, qui malheureusement n'est pas là en ce moment, mais il m'a chargé donc de traduire une fois de plus tous ces sentiments de soutien à la famille. Bien sûr, le colonel Césaire-Beau, nous l'avons tous connu. Moi, je l'ai connu quand j'étais journaliste. J'ai travaillé un peu à un moment donné dans son cabinet. J'ai eu la chance de l'avoir accompagné sur ses déplacements à travers le Burkina Faso dans les années 80. Vous imaginez, c'était dans des contextes très très difficiles. J'ai retenu que c'était un homme vraiment très robuste. C'était quelqu'un de très volontaire qui avait la volonté de changer les choses. Et aussi, c'est un homme très très humble et aussi modeste. À l'issue de cette cérémonie d'hommage, le corps sera transféré à Touran, le village natal du colonel Césaire-Beau, où il sera inhumé. Hier nuit, à la Maison du Peuple, c'est la nation tout entière qui a rendu un dernier hommage à la dépouille du défunt président. Officiels, parents et amis ont manifesté leur compassion à la famille jusqu'au petit matin. La dépouille mortelle était exposée sous la bienveillance de la famille et des frères d'armes. Karim Patrick Namouano. L'atmosphère est pesante dans la cuvette de la Maison du Peuple, plongée dans le deuil. La dépouille du colonel Césaire-Beau est sous la bienveillance de la garde républicaine. Les chorales et les groupes musicaux, avec des chants d'espérance, implorent la miséricorde du Seigneur et interpellent les humains au repentir avant leur dernier souffle. C'est maintenant l'heure des adieux. Un dernier hommage civil à un homme qui a servi son peuple. Dans ses fonctions politiques, il a été quelqu'un de très rigoureux.
rigoureux par rapport à lui-même, rigoureux par rapport à ses concitoyens, quelquefois au point de ne pas se faire comprendre. Mais avec le recul aujourd'hui, on se rend compte peut-être qu'il était en avance sur ce qu'il fallait faire. Donc c'est quelqu'un qui a fait son travail. Et je pense que l'autre élément, c'était un homme de foi qui croyait en Dieu. Et quand on croit en Dieu, on aime son prochain, on aime la justice, on aime être un secours. Et je pense que c'est un message qu'il nous donne. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de ces éléments-là. Croire en nous, croire en Dieu, croire au prochain et être utile pour tout le monde. Et je crois que c'est ce qu'il nous laisse comme héritage. Nous étions 3 anciens présidents. Le président Lamizana, le président Cézerbo et moi-même, 3 anciens qui, semble-t-il, s'étaient combattus et qui se sont retrouvés après et qui cheminaient dans la paix, sans acrimonie. Et ça, c'était déjà une fierté, non seulement pour le Burkina, mais également une fierté pour l'Afrique. Et je connais beaucoup de chefs d'État qui parlaient de cette situation avec beaucoup de respect. Je pense que c'est une perte pour le Burkina. Dans la maison du peuple, les regards sont profonds. L'expression des visages traduit la douleur et la compassion avec la famille éplorée. Les minutes s'égrènent, le ballet des hommages se poursuit. Parents, amis, anciens collaborateurs, musulmans, chrétiens ou coutumiers, tous unis dans la douleur, s'inclinent avec déférence devant le cercueil. C'est une grande perte pour sa région natale, j'imagine, ou la région d'où il est originaire, mais également pour tous les pays, parce que c'était un sage. Et son humilité exemplaire, je crois, est un exemple pour tous les Burkinabés qui sont ouverts au dialogue et à la tolérance. Les frères et sœurs, l'épouse, les enfants, les petits-fils et les arrière-petits-fils ont tous reçu un réconfort moral. Honneur civil, prières ont mobilisé ceux qui ont fait le déplacement de la maison du peuple jusqu'au petit matin, quand le corps de l'ancien président, le colonel Cézerbo, a été remis à ses frères d'armes avant l'inhumation qui aura lieu ce dimanche prochain à Touga. Parlons à présent du séjour américain du président du Faso, dont l'agenda s'annonce très chargé. Le premier rendez-vous de Blaise Compaoré aux États-Unis d'Amérique, c'est avec le Black Caucus du Congrès américain qui a invité le chef de l'État burkinabé à venir partager son expérience de médiation sur le continent. Le compte-rendu de nos envoyés spéciaux Urbain Benito Sommet et Alfred Nikiema. Standing ovation pour accueillir le président du Faso, invité à partager son expérience en matière de médiation sur le continent. Le panel organisé par le Black Caucus du Congrès américain a permis au chef de l'État de revenir sur les causes profondes des nombreux conflits qui surgissent sur le continent. Les conflits à l'intérieur des pays, les tensions entre communautés et guerres atypiques liées au terrorisme international et à la criminalité transfrontalière ont marqué les 2 dernières décennies, secouant de nombreuses nations en Afrique. Blaise Compaoré a par la suite relevé les conséquences de ces conflits sur le développement socio-économique de l'Afrique avant de redire son engagement dans la quête de la paix et de la stabilité sur le continent à travers la médiation. Les médiations conduites pour le règlement pacifique des conflits en Afrique révèlent l'importance capitale du dialogue et des compromis dans la restauration de la paix et de la sécurité, le rétablissement de la cohésion au sein des nations hier déchirées, la relance des dynamiques de transition démocratique et de stabilisation des institutions. Ces résultats confortent la foi et la confiance qui doivent être accordées à la formule des médiations comme voie privilégiée de règlement des différends politiques. Car toutes les parties en conflit, à l'exception des mouvances d'idéologie terroriste, sont réceptives au dialogue ainsi qu'au compromis et acceptent le principe des médiations. Tout le long de son intervention, Blaise Compaoré a souligné la nécessité de toujours dialoguer pour parvenir à une paix sociale et à une stabilité durable, gage d'un développement durable. Il a dit la préoccupation du Burkina Faso quant aux menaces qui pèsent sur la paix dans le monde. Le Burkina Faso reste attentif et partie prenante à la lutte menée contre les actions criminelles et la prolifération des armes de destruction massive, dont la probabilité d'utilisation est grande
dans les situations de guerre animées par des régimes dictatoriaux et des mouvements radicaux. La présidente de la Commission de l'Union africaine, qui intervenait avant le président du Faso, a elle aussi prôné la quête de la paix et de la stabilité pour permettre au continent de consacrer ses ressources aux activités de développement. Le président somalien a dépeint un tableau sombre de la situation dans son pays, meurtri par 22 ans de guerre civile, et dit nourrir l'espoir de revoir la Somalie engagée des programmes de développement dans lesquels figurent en bonne place l'éducation, la santé et la reconstruction du pays. Au Burkina Faso, on a parlé des enjeux de la transparence et de l'ouverture parlementaire à l'Assemblée nationale ce matin aux journalistes et aux hommes et femmes de médias. Des experts français et burkinabés étaient les chefs d'orchestre de cette formation qui a permis aux journalistes, bien sûr, de renforcer leurs connaissances en matière de procédure de vote de budget à la sauce française. C'est la coopération parlementaire entre les deux pays qu'il faut saluer. Sylvain Vebamba. Cette formation de journalistes qui intervient moins d'une semaine avant l'ouverture de la session budgétaire répond à la vision d'ouverture et de transparence parlementaire. Des efforts sont faits pour faciliter le travail des journalistes qui couvrent les activités de l'Assemblée nationale. Et comme lui-même l'a annoncé, des innovations sont en cours et je pense que d'ici peu, tout cela sera matérialisé. Fruit de la coopération entre les Assemblées nationales de France et du Burkina, la rencontre a consisté en deux communications portant primo sur la procédure législative pendant la session consacrée au vote du budget. Il s'agit d'abord de la procédure d'enrôlement du projet de loi de finances, de l'examen du projet de loi de finances par la commission compétente. Il s'agit de la commission des finances et du budget. Et ensuite de l'examen et de l'adoption du projet de loi de finances par l'ensemble des députés en séance plénière. Un second exposé a permis de partager l'expérience française en matière d'action parlementaire et de médias. Nous avons travaillé à la fois sur les aspects qui concernent l'organisation des services, les relations entre les services législatifs, les services de la communication, sur des contenus spécifiques qui pourraient être mis à disposition des médias lors des différentes séances parlementaires, les lieux réservés aux journalistes comme une salle de presse qui leur permettra d'améliorer leurs conditions de travail au sein de l'Assemblée. Et puis il y a aussi tout le volet qui concerne le site internet. Deuxième du genre sous la 5e législature, ces ateliers contribuent au renforcement des capacités et à améliorer la production journalistique des bénéficiaires. Ce que moi j'ai appris, c'est je vais faire le rendu et je me dis que nous sommes l'œil et les oreilles de notre population et nous devons faire de mieux pour qu'ils sachent le travail parlementaire, ce qui se passe à l'hémicycle. Toutes choses combinées qui permettent donc aux différents journalistes du Burkina venus des quatre coins de ce pays et de tous les médias de mettre un système en place pour collaborer davantage avec le Parlement burkinabé. Dans les rédactions, chacun peut se spécialiser à travers ces formations, chacun peut se déterminer. Cette rencontre d'information a également servi de cadre pour un dialogue entre les journalistes et le président Sungalo Apollinaire Ouattara qui a rappelé sa vision de la communication dans l'action parlementaire. La loi de finances comme instrument de mise en œuvre de l'action gouvernementale, c'est le sujet qui inspire le groupe Convention des forces républicaines pour ses deuxièmes journées parlementaires de l'année 2013. La ville de Bamfora a été choisie par les députés du CFR pour cette réflexion qui a démarré hier. Oumarou Mourmenga, Ibrahim Digma. Un comité à l'entrée de la cité du paysan noir pour accueillir les députés du groupe parlementaire de la Convention des forces républicaines, CFR. Après des échanges de civilité avec les autorités administratives et coutumières, les parlementaires peuvent entamer avec sérénité leur deuxième journée de l'année 2013. À l'ouverture des travaux, le groupe CFR, par la voix de son président, a salué les récentes mesures sociales prises par le gouvernement. Cet effort, qui se chiffre à plus de 64 milliards de nos francs, est à saluer à sa juste valeur. Le groupe CFR invite donc tous les acteurs de la vie politique nationale à poser des actes tendant à l'apaisement et au renforcement de la cohésion sociale.
Une mesure financière liée au budget national et pour mieux appréhender le lien entre la loi de finances et les priorités de développement, les députés du groupe CFR réfléchissent. Il était impérieux qu'avant la session consacrée au budget, que nous puissions donner les b.a.-ba élémentaires à cette génération de députés afin de mieux les outiller pour qu'ils puissent prendre activement part au débat qui auront lieu incessamment. Nous nous posons la question, qu'est-ce que c'est que le budget national? Comment l'élabore-t-on? Comment l'exécute-t-on? Qui en fait le contrôle, le suivi? Des questions qui trouveront réponse dans les échanges avec le directeur général du budget, Amadou Sangaré, conférencier du jour. Voilà donc pour cette deuxième journée parlementaire de l'année 2013 du groupe CFR. Au même moment se refermaient à Bobo-Dioulasso les journées parlementaires du Congrès pour la démocratie et le progrès. 3 jours d'intenses activités faites de communication et d'entretien avec des personnalités de l'État sur les questions relatives à la vie de la nation, des débats orientés autour de la citoyenneté, démocratie et développement. Sougrinoma Ibrahim Digma. Dans la salle de conférence du Centre Murage de Bobo-Dioulasso, les travaux des deuxièmes journées parlementaires 2013 du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP se sont succédés dans une allure soutenue. En 2 jours, de nombreux sujets sur la vie de la nation ont été explorés par les députés de la majorité avec différents communicateurs. L'assiduité qu'on a remarquée de la part des députés d'une part, la qualité également de prestations des communicateurs qui était le ministre du Commerce pour la question sur la vie chère et les mesures à prendre à court, moyen et long terme, ainsi que le thème sur la société civile et la politique qui était donné par le professeur, le docteur Sangaré Issoufou. Je crois que ces thèmes-là ont été des thèmes très importants. Et il n'y a pas eu que des communications à ces journées parlementaires. Alain Yoda et son groupe ont également eu des entretiens directs avec certains membres du gouvernement sur des questions précises liées à l'action gouvernementale. Le président de l'Assemblée nationale a, à son tour, édifié les députés sur la réorganisation et la modernisation progressive de l'administration parlementaire. Sur des questions plutôt politiques et internes à la vie du parti, c'est le secrétaire exécutif national du CDP qui a animé les débats. Au moment de clore officiellement les deuxièmes journées parlementaires 2013, les députés CDP ont renouvelé un mot d'ordre de cohésion tout en félicitant le gouvernement pour les mesures sociales prises au profit des populations. Un front républicain pour une alternance pacifique au Burkina Faso, c'est le point d'orgue de la rentrée politique du Rassemblement des écologiques du Burkina Faso. Le RDBF a entretenu ses militants et sympathisants sur l'écologie politique en rapport au développement, thème de la rentrée politique, de sa rentrée politique donc, occasion pour les responsables du parti de faire le tour complet de tous les sujets brûlants de l'actualité au pays des hommes intègres. Ernest Kambiré. C'est ici, à l'espace hors de Ouagadougou, que les écologistes du Burkina ont effectué cette rentrée politique. Placée autour de l'écologie politique comme alternative crédible pour le développement du Burkina, c'est une journée convoquée par la direction du Rassemblement des écologistes du Burkina pour réfléchir sur les préoccupations majeures de la nation et pour renforcer les capacités des jeunes du parti dirigé par Ramou Ouedraogo. Dans sa déclaration présentée comme une communication, le président du parti a partagé avec l'assistance des informations et sa vision d'un Burkina Faso à l'horizon 2015-2020. Pour Ramou Ouedraogo et ses camarades, le Burkina Faso traverse une période délicate de son histoire avec la mise en place de l'institution Sénat qui a révélé le fossé qui sépare les Burkinabés. À l'horizon 2015, date de la fin de l'actuel mandat du président du Faso, le Rassemblement des écologistes du Burkina Faso apporte sa contribution au débat à travers le lancement du Front républicain pour une alternance pacifique au Burkina Faso. Pour ces écologistes, même si le besoin de changement est réel, elle doit s'opérer en toute responsabilité car toute alternance mal négociée conduit inévitablement au chaos.
L'esprit du Front républicain pour une alternance pacifique, c'est travailler à la cohésion sociale, c'est travailler à parvenir un jour à une alternance pacifique au Burkina Faso ici, parce que nous estimons que l'avenir peut être sombre au vu de ce que nous voyons ces temps-ci dans notre pays. Le sort des Burkinabés est lié au sort du président Blaise Compaoré par ricochet au gouvernant. Alors une telle démarche doit lui être expliquée, et si nous partageons les mêmes préoccupations, alors notre rôle sera de l'aider. Mais si nous ne partageons pas les mêmes préoccupations, alors il y a danger à l'horizon pour la paix au Burkina Faso. Saluant les acquis des années du pouvoir Compaoré, Ramon Ouédraogo et ses camarades pensent que si l'alternance doit s'opérer, elle doit l'être dans la paix et surtout dans la cohésion nationale. Les initiateurs du Front républicain pour une alternance pacifique au Burkina envisagent d'aller à la rencontre de toutes les couches sociales du pays pour négocier cette alternance pacifique. Autre point à l'agenda de cette rencontre politique des écologistes, une série d'informations sur la tenue à Ouagadougou du 10 au 13 octobre prochain de la tenue de l'Académie verte, des communications sur l'écologie, une perspective pour un développement humain durable au Burkina, sur le leadership et genre et enfin sur la stratégie de communication politique. Actualité oblige, Ramon Ouédraogo et ses camarades ont observé une minute de silence en la mémoire du président-colonel Seïs Herbo. Dans le centre-ouest, il y avait comme de l'électricité dans l'air dans la commune rurale de Kindi. Une tension opposait le maire aux populations et aux chefs coutumiers. Le ministre de l'Aménagement du territoire et de la décentralisation a instauré un dialogue qui a fini par la réconciliation entre les deux parties. Sur les causes de cette tension, suivons les précisions de Kadi Sanogo. Kindi, localité située à 45 km de Koudougou, traverse une crise depuis un certain temps. Cette crise fait suite à l'attribution d'un terrain au fils du maire de la localité. Une attribution qui fâche les chefs coutumiers et la population et qui a abouti à la fermeture de la mairie le 16 septembre dernier par un groupe de manifestants. Une situation bien confuse et qui a nécessité le déplacement du ministre en charge de la décentralisation sur les lieux. Objectif, réconcilier les deux parties. Un huis clos de 3 heures d'horloge avec le chef coutumier, le maire et les personnes de ressources a permis de réconcilier les deux protagonistes. S'en est suivi une assemblée générale au cours de laquelle le ministre Toussaint Abel Coulibaly s'est adressé à l'ensemble de la population. Nous nous sommes entendus, il y a eu un consensus pour que les dossiers administratifs et autres qui sont... bref, ce que chacun reprochait à l'autre, en fait, il n'y a pas de problème fondamental. Mais ce que chacun reprochait à l'autre, je pense que désormais, ça sera corrigé pour que les deux puissent travailler vraiment la main dans la main, parce que ce sont des autorités qui sont censés tirer la machine du développement de la localité. Les deux leaders se disent satisfaits des débats menés. Je suis très content que le ministre soit venu nous rencontrer. Nous avons pu dire tout ce que nous avons sur le cœur. Le maire a attribué un terrain à son fils et il a donné un autre terrain à quelqu'un qui n'est pas de la chefferie. Nous sommes allés chez le gouverneur pour la réconciliation, mais je ne savais pas qu'après la réconciliation, le même problème allait surgir. À l'installation du maire, c'est moi-même qui ai pris la parole pour remercier la population. Je suis satisfait de la rencontre parce que je pense que ça a permis à tout un chacun, j'allais dire en tout cas, de relater ce qui le tient et qui est une préoccupation pour lui. Beaucoup de choses m'ont été reprochées. Je pense également aussi que tout à l'heure, vous l'avez certainement entendu, je ne reviendrai pas finalement sur des détails, mais je dirais de manière globale que je suis un développeur, j'accepte une contradiction saine et une bonne volonté pour que tous, ensemble, nous convergeons pour l'intérêt en tout cas de notre commune. La mairie est réouverte grâce aux autorités politiques de Koudougou et la paix tente de revenir dans la commune rurale de Kindi.
Elle avait prévenu qu'à l'issue de l'opération spéciale de dédouanement d'engins lancée il y a quelques mois, des contrôles seront organisés. Après Ouagadougou, la douane a effectué une sortie musclée le 19 septembre dernier à Bobo-Dioulasso pour un contrôle inopiné, une opération qui entre dans le cadre de la lutte contre la fraude et le moins que l'on puisse dire, c'est que la moisson a été bonne. Moumouni Barou. Les détenteurs d'engins non à jour vis-à-vis des services des douanes et de la police dans les collimateurs. Plus de 500 motocyclettes et autres engins ont été saisis dans la ville de Sia à l'issue d'une opération menée conjointement par la douane et la police municipale. Cette opération s'inscrit dans le cadre des activités de lutte contre la fraude. Cela a permis d'appréhender 509 motocycles, 9 tricycles et 9 voitures qui sont en situation d'admission temporaire ou d'importation temporaire. Je dirais que le plus important, ce n'est pas le nombre de motos arrêtées ou contrôlées, ou bien le nombre de véhicules arrêtés ou contrôlés. Le plus important, c'est l'effet que cela fait sur la population. Nous voulons surtout, à travers cette opération, inviter tous ceux qui circulent avec les engins immatriculables, non immatriculés, de se conformer à la réglementation. Pour le commandant de la police municipale de Bobo-Dioulasso, c'est une action courageuse qu'il fallait mener, car cette opération permettra de déceler sans doute des cas de vol d'engins. Il lance un appel à la population de cultiver l'esprit de civisme. Notre intervention s'inscrit dans le cadre de notre mission qui consiste à apporter un appui au service public de l'État. Au-delà des infractions douanières, il y a des infractions de police qui peuvent être relevées contre ceux qui ont été interpellés, notamment les questions de défaut de plaque d'immatriculation. Je voudrais que la population comprenne qu'au-delà de ces amendes à payer, c'est aussi des heureux gagnants que nous allons faire parce que certains ont été victimes de cas de vol. Alors les statistiques de déclaration des pertes et de vol sont un peu élevées. Pour éviter de tomber une prochaine fois dans le filet, le directeur régional des douanes de l'Ouest invite la population à se mettre à jour auprès de l'administration douanière ou de la police. Il a par ailleurs ajouté que les propriétaires d'engins devraient se méfier des intermédiaires peu scrupuleux afin d'éviter tout désagrément. Nous vous annoncions en début de semaine une panne à la Sonabel sur la ligne Pas-Zaktouli et qui est à l'origine des délestages. Les abonnés de Ouagadougou peuvent être soulagés. La panne est à présent réparée. Le problème se trouvait au niveau des pylônes situés dans le village de Tita. On nous dit que la situation est redevenue normale. Bouma Ernest Nebié, Aramatou Zida. Au dire des techniciens, il s'agit d'une panne lourde qui a commencé au niveau du pylône 181 de la ligne et qui par la suite a atteint 2 autres. C'est à Tita-Naponé, un village de la commune rurale de Pouni, situé sur la nationale numéro 1 à 120 km de Ouagadougou. Sa réparation a mobilisé plus d'une vingtaine de techniciens. La panne est survenue au niveau de ces pylônes, sur ces pylônes d'ancrage. Il y a eu un manchon d'ancrage qui a cédé. Et ça a entraîné l'endommagement des consoles phase haute du pylône qui suit. On a d'abord remplacé la console qui a été endommagée et on a tenté de rapprocher le câble au niveau du pylône d'ancrage. Malheureusement, il y a eu un incident de chantier lorsqu'on avait presque fini. Bon, cet incident a provoqué une autre panne en arrière, donc on a repris la console qui a été endommagée encore en arrière et on a retiré le câble venu accrocher à ce pylône. Et depuis ce matin, aux environs de 11 h, les travaux se sont achevés. La réparation est terminée, elle a été rétablie et elle est fonctionnelle actuellement. On pratiquait un système de délestage parce que la fourniture d'électricité n'est pas suffisante pour couvrir la demande de la clientèle. Donc ça veut dire que notre clientèle a subi des désagréments et je me dois en tant que premier responsable de la maison de présenter toutes nos excuses à cette clientèle-là. La situation est redevenue normale. Cette ligne est importante. Elle fournit à la Sonabel 50 MW d'électricité venant de la Côte d'Ivoire pour l'approvisionnement de la ville de Ouagadougou.
La réparation de sa panne aujourd'hui est un soulagement pour la Sonabel et ses abonnés de la capitale. La société est en train de renforcer la sécurité de l'ensemble de ses lignes pour prévenir de pareilles pannes. La nationale de l'électricité a par ailleurs entamé un chantier de multiplication et d'extension de ses sources d'énergie pour le grand bonheur de ses abonnés. La médecine traditionnelle africaine était à l'honneur hier vendredi à Manga. Une 11e journée placée sous le signe de la recherche et développement en matière en médecine traditionnelle. L'OMS, par le biais de cette journée, interpelle les acteurs sur la nécessité de promouvoir cette médecine, mais basée sur des preuves. Wendata Nathalie Kaori. La médecine traditionnelle est aujourd'hui sortie de l'ombre pour occuper sa place dans le système de santé au Burkina. Le bilan 2011 montre entre autres que le Burkina Faso a pu inclure 6 produits dans la liste nationale de médicaments essentiels et a accordé des autorisations d'exercer à plus de 70 praticiens de santé à travers le pays. La journée africaine de la médecine traditionnelle cette année a été une occasion pour les praticiens et les acteurs de la médecine moderne de réfléchir sur les actions à mener dans la recherche-développement afin que la médecine traditionnelle puisse davantage apporter des réponses adéquates à certaines priorités sanitaires et rester crédible dans le temps. La médecine traditionnelle est suffisamment bien pratiquée. Il fallait alors faire en sorte que la médecine traditionnelle puisse accompagner la médecine moderne, mais avec des sûretés et des garanties qui évitent que des malades puissent être empoisonnés parce que les dosages ne sont pas bien, parce que les produits utilisés pour fabriquer les médicaments ou pour donner aux patients ne sont pas suffisamment vérifiés. Depuis 2003 que la première édition de la Journée africaine de médecine traditionnelle a été organisée à l'initiative de l'OMS, la méfiance qui prévalait entre agents de santé et praticiens s'est dissipée progressivement. L'OMS entend multiplier les actions pour renforcer la collaboration et la complémentarité entre les deux médecines. L'OMS aussi, depuis déjà quelques années, essaye de mettre en place des modules de formation, essaye de créer des espaces de réflexion. Et on doit pouvoir faire la recherche pour créer des médicaments qui soient de qualité, qui soient pas dangereux et qui soient scientifiquement prouvés comme étant efficaces. Le ministre de la Santé a réaffirmé l'engagement de son département à continuer la mise en œuvre de la politique nationale en matière de médecine et pharmacopée traditionnelle. Il a félicité les praticiens de santé dont le dévouement et l'efficacité permettent de sauver de nombreuses vies. Et pour soutenir les meilleures pratiques, des distinctions honorifiques ont été décernées à des praticiens et à des personnes ressources qui contribuent à la promotion de la médecine traditionnelle au Burkina Faso. Au Sahel, c'est la dernière trouvaille de la recherche scientifique en matière d'alimentation du bétail qui a été lancée à Dori. Le bloc multinutritionnel devrait permettre d'augmenter la productivité du cheptel. Promoteurs, producteurs et éleveurs sont ravis. Claudine Bikaba nous en parle. Le bloc multinutritionnel BNN est un projet lancé par le ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation à Dori, région du Sahel, qui a pour activité principale l'élevage, raison pour laquelle elle a été choisie pour abriter le lancement du projet. Ce projet est une nouvelle trouvaille pour aider non seulement à intensifier la production, mais aussi relever la qualité de la productivité du cheptel. Il s'agit d'une formulation alimentaire constituée bien sûr de matériaux locaux, des gousses de plantes, autre chose, auxquels on ajoute des micro-éléments tels que par exemple des minéraux, des vitamines et un certain nombre de choses pour obtenir un aliment suffisamment riche qui apporte aux animaux tout ce dont leur corps a besoin pour se développer. Une solution pour faire face véritablement aux problèmes épineux rencontrés par les éleveurs, selon le ministre. Les problèmes de santé, on trouvait quelquefois des solutions à travers des médicaments, mais l'alimentation reste le problème le plus important. Le pâturage naturel n'est plus suffisant, le nombre d'animaux augmente et
Cela fait que pendant la saison sèche, même pendant l'hivernage, les animaux souffrent beaucoup parce qu'ils n'ont pas suffisamment à manger. Donc nous espérons que ce projet va permettre aux éleveurs d'avoir un complément alimentaire pour leurs animaux et d'avoir, si vous voulez, des animaux plus gros, donc qui rapportent plus d'argent sur le marché. L'ambition de Nissa Isaïe Konaté est d'étendre le projet à d'autres régions du Burkina. Les femmes de Basse-Kouré et de Bitou ont désormais leur maison commune. C'est un centre de promotion féminine équipé et fonctionnel qui servira de cadre de rencontre et d'échange pour ces femmes donc, mais surtout un cadre pour leur épanouissement et leur autonomisation. Maxime Zongo nous fait découvrir l'infrastructure. La quête d'un changement qualitatif des conditions de vie de la femme en ville comme en campagne, c'est la raison d'être du ministère de la promotion de la femme et du genre. La construction des centres de promotion féminine est une traduction de cette volonté de créer les conditions d'épanouissement de l'autre moitié du ciel à tous les niveaux. D'un coût estimé à plus de 20 millions de francs CFA, le centre de promotion féminine de Basse-Kouré dans le Kouritenga fait partie d'une soixantaine de centres déjà opérationnels. Dans ces centres, il y a des salles prévues pour l'alphabétisation, une grande salle de rencontre, une salle donc où les femmes peuvent aussi venir pour les formations dans des métiers divers comme la production de beurre de karité, la production de savon, la fabrication du savon bien sûr, le tissage, la couture. Et c'est un centre aussi qui est destiné aussi bien aux femmes adultes qu'aux jeunes filles. Après Basse-Kouré, le cap a été mis à Bitou dans le Boulougou pour l'inauguration du centre de cette localité. Équipée également de nombreuses commodités, cette infrastructure, selon les autorités régionales, est la bienvenue en ce qu'elle va donner un élan aux activités des femmes de la localité. Si cette importante fraction de la population dispose d'un outil pour son développement, et je crois que par effet d'entraînement, c'est un outil pour le développement de toute la population, donc de toute la région. Bien entretenir ces centres, en faire un lieu d'émergence de projets novateurs et porteurs, c'est le souhait formulé à l'occasion par les autorités. L'accompagnement des hommes, mais aussi de tous les acteurs au développement, a été vivement recommandé. Le réalisateur Kizito Bakouan a choisi de retracer la vie de Di Alfred Simon Diban Kizerbo, le père du professeur Joseph Kizerbo. Le héros du film est le premier catéchiste burkinabé. Vendu aux Touaregs, il s'enfuit et rejoint les pères missionnaires d'Afrique qui le baptisent en 1901. Il effectue un pèlerinage à Rome à 100 ans et décède à l'âge de 105 ans. Le clap de début de tournage avec Oumou Sissé. Séquence 6, SRE joue marché. Un clap et c'est parti pour le tournage du film La vie d'un patriarche. Inspiré d'une histoire réelle, le scénario retrace la vie de Di Alfred Simon Diban Kizerbo, premier catéchiste burkinabé et père du professeur Joseph Kizerbo. Né en 1875 à Da au Burkina Faso, berger dès son jeune âge, il est vendu à des commerçants mais aussi puis à des Touaregs qui l'amènent au Mali. Il rejoint les pères missionnaires d'Afrique après s'être enfui. Baptisé en 1901, il effectue le pèlerinage à Rome à l'âge de 100 ans. Di Alfred décède le 10 mai 1980. C'est une vie qu'il faut faire connaître au plus grand nombre donc, de population. Parce qu'on a plein d'enseignements à tirer de sa vie pour la jeunesse, pour la société, pour la culture de la paix, la défense des droits humains. Et donc je crois qu'en montrant donc comment a été la vie de Di Alfred, tout le monde peut tirer profit. C'est un homme entier. Et quand il veut quelque chose, il le veut. Quand il n'en veut pas, il n'en veut pas non plus. Alors le fait d'avoir rencontré les prêtres, il s'est donné tout entier. Et leur message, tout de suite, a fait impact dans sa vie. Pour l'abbé Jean Zerbo, Di Alfred représente un baobab pour l'église famille du Burkina. Et à l'issue du clap de lancement du film, 2 plants de cette espèce ont été mis en terre en sa mémoire.
Un mot de l'actualité hors de chez nous pour terminer et nous allons en Côte d'Ivoire où Simone Gbagbo n'ira pas à la Cour pénale internationale. Les autorités ivoiriennes ont annoncé qu'elle refuse le transfert de l'épouse de l'ex-président Laurent Gbagbo, qui elle également est poursuivie pour crimes contre l'humanité à l'instar de son mari. Le Front populaire ivoirien applaudit la décision du gouvernement. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Je vous souhaite un très bon week-end sur la télévision de Burkina. À demain.